Bonjour ou bonsoir, c'est la rubrique La minute du génie civil. Ok, c'est la deuxième vidéo. La première vidéo c'était le génie civil, qu'est-ce que c'est en général. Et là c'est une vidéo pour parler du béton. Ok, la vidéo s'appelle Tout savoir sur le béton. Mais sachez qu'on ne peut pas tout savoir sur le béton, on ne peut pas tout dire sur le béton. Le béton, je continue toujours à apprendre des choses sur le béton. Je continue toujours à m'informer. Je continue toujours à acquérir le savoir. Donc là, cette vidéo a été sponsorisée par Rituel Café, qui en France, c'est une compagnie qui vient juste de commencer, une startup, et le magasin à ma tendance de Port-Bouët, dans la commune de Port-Bouët. Et ok, donc vidéo 2, tout savoir sur le béton. C'est parti. Ok, là, on va aller avec les différentes composantes du béton. Donc, le béton est composé par son élément essentiel qui est le ciment, des graviers, du sable et de l'eau. Ok, tout ce qu'on ajoute après, on les appelle en anglais les admixtures. Ok, les admixtures sont souvent des liquides qu'on ajoute pour pouvoir donner, pour pouvoir travailler sur certains critères du béton, genre ce qu'on appelle la durability, workability and all that. So, mes termes sont beaucoup en anglais parce que je les ai étudiés en anglais. Ok, prochainement je vais faire un effort de pouvoir les traduire parce que je m'intéresse à mon public francophone. Ok. Et là, on part au sommaire. On va parler d'historique et définition du béton. Donc, je vais essayer de donner une définition et l'histoire un peu. On va parler de l'utilité et type de béton, différents types de béton qu'il y a. On va parler d'organisation dans le béton ici aux États-Unis. On va parler de contrôle qualité dans le béton parce que le contrôle qualité, c'est le domaine dans lequel je suis depuis les 4 dernières années. Je suis dans le contrôle qualité et dans le contrôle qualité à tout. Il y a le contrôle qualité, on mettra le contrôle, l'assurance qualité aussi. So, quality control, quality assurance, tout ça fait partie du grand groupe de quality control. Et aussi l'inspection et tout. Donc, l'inspection qui est une grande partie du contrôle qualité. Et aussi, il y a des tests au laboratoire. On parlera des problèmes et solutions du béton, on parlera des différents types de béton. Même si on a parlé d'utilité et type de béton, vous allez voir la différence. On parlera d'innovation dans le béton, on parlera des catastrophes liées au béton. Okay? Donc le béton, c'est ce qu'on a dit au début, hein, c'est le mélange de ciment, de gravier qu'on appelle agrégat. Donc le gravier, c'est les gros agrégats et le sable, ce sont les agrégats fins. Donc en anglais, les gros agrégats, on dit coarse aggregate et les agrégats fins, on dit fine aggregate. Et en plus de cela, on mélange avec de l'eau, ok, et on a le béton sous sa forme plastique, ok, c'est liquido-solide, ok, donc c'est plastique au fait, ok, et ça a été inventé réellement dans cette forme que nous avons aujourd'hui par les Romains, ok, près de 2000 ans avant Jésus-Christ, ok. Et là, c'est le Panthéon en Italie, okay, qui a résisté. Et ça, c'est un béton non armé. Et on verra pourquoi est-ce qu'on met des barres de fer dans le béton pour armer le béton et quelle est la différence. Tous les bétons n'ont pas besoin d'être armés. Okay, et le béton n'a pas besoin d'être armé pour être solide. Okay. L'armement dans le béton, c'est pour lui donner au contraire une ductility. Okay. Ici, on appelle ductility. C'est une certaine souplesse au fait. Parce que le béton est très très résistant en compression. Les forces de compression sont des forces qui ramènent chaque élément de la structure ou du membre auquel ces forces s'exercent, sur lesquelles ces forces s'exercent, les rapprochent les unes des autres.
ok, les uns des autres, ces éléments, chaque élément, ok. Si tu prends chaque plan, ok, sur le membre, quand il se rapproche, tu exerces une force de compression. Et quand tu les tires, ok, quand tu les éloignes les uns des autres, tu expresses tu fais une force de tension, ok. Donc, les Français disent force de pression au lieu de compression, mais en anglais on dit compression. So, compression force and tension force, ok. Imaginez que vous prenez un coussin et vous essayez de presser, c'est que vous rapprochez vos mains les uns des autres. Donc, chaque élément du coussin que vous avez, ok, l'oreiller là, ok, va se rapprocher les uns des autres, ok. Donc, ça va, comment on appelle ça? Ça va se rapprocher les uns des autres. Donc, ça, c'est une compression. Mais si vous tirez, ok, chaque élément de ce coussin va se séparer. Si tu prends 2 traits sur le coussin, s'il y avait 1 cm entre eux, si tu tires, il va y avoir plus d'1 cm entre ces deux, peu importe où tu prends dans le plan. Et c'est comme ça dans tous les membres. Ok, le béton aussi se comporte comme ça. Donc, pour les forces de tension, ok, le béton est très faible dans les forces de tension. Et quand il y a une force de tension, ça crée des cracks, ok, des fissures. Et ces fissures-là, quand elles s'agrandissent, ça crée ce qu'on appelle en anglais failure. Donc, c'est une faillite dans le béton. Et le béton ne peut plus se comporter comme il doit se comporter. Et là, on a des catastrophes après. Donc, pour éviter ces cracks, pour éviter cette failure, la tension que le béton ne peut pas prendre, les barres de fer prennent cette tension. Ok? Donc, là, on va avec les utilités dans le béton. Donc, le béton, comme vous avez vu la vidéo sur si vous repartez sur la première vidéo sur le génie civil, qu'est-ce que c'est en réalité? Vous allez voir que on utilise le génie civil dans les routes, transportation, bâtiments, hydraulique et tout. Et le béton aussi part dans ces endroits. Donc, les trois principaux areas, les trois principales zones dans lesquelles le béton exerce, c'est là, par exemple, c'est dans l'hydraulique, ok. Ce que vous voyez là, ok, c'est ce qu'on appelle un concrete pipe, ok. Un concrete pipe, donc une pipe en béton, ok, un tuyau en béton, ok, et là, c'est ce qu'on appelle un catch basin, ok. Donc, ça rassemble toute l'eau qui vient dans ce tuyau en béton, dans cette pipe en béton, et ça dirige l'eau où on veut que l'eau parte. C'est un carrefour, au fait, ok. Donc, l'eau vient ici, ça part là, ou l'eau rentre ici et ça part là, ok. Donc, là, c'est plus petit, ok. Là, c'est plus gros. Donc, là, c'est l'entrée, ok. Là, on a le inflow, parce qu'il y aura 2 ou 3 inflows, hein. Ça vient, et tous ceux-là vont se rassembler pour venir là, ok. Donc, les inflows sont plus grands, plus en hauteur, et le outflow peut être gros, mais son base doit être plus en bas, parce que l'eau décroît le potentiel, ok. Donc, ça va couler comme ça, ok. Et on utilise aussi le béton dans le pavement, ok, le pavage. Donc, ça, c'est une route en béton, ok. Il ressemble à ce qu'on a construit à Indiana. On a fait le projet de ORB. ORB, c'est Ohio River Bridge Project. On a fait un pont à câble, un tunnel, et puis combien de kilomètres de route là, j'ai un peu oublié. Et ça ressemble exactement à cela. Ok, et ça, c'est une route en béton. Et vous voyez ça, on divise les routes pour essayer d'avoir ce qu'on appelle un crack control, ok. Et entre ces divisions-là, on a ce qu'on appelle les construction joints, ok, pour transférer le load. Donc, chaque carré, ok, chaque carré est un slab, ok, et il supporte, chaque carré supporte indépendamment le load, ok. Parce que si c'était continu, que c'était intégral, assez c'est homogène, mais si tout était même chose, ok, continu comme cela, on allait avoir plusieurs cracks. Mais quand chaque
carré que vous voyez ici prend son propre load, c'est-à-dire que s'il y a deux pneus d'une voiture là et deux pneus d'une voiture là, c'est pas ça qui prend le load, mais celui-là prend son load, celui-là prend son load. Et le load qui est là est transféré par ce qu'on appelle les construction joints. Ok. Le béton est aussi utilisé dans l'architecture de toutes sortes. Ok. Là, c'est c'est un building. Ok. Il y a un building là-bas et là vous voyez la phase qu'ils ont faite ici. Ok. Donc, ça descend là, ça monte ici. Donc, toutes sortes de shapes, de formes qu'on peut donner au béton. Et aussi dans les ponts. Donc, on a vu au début l'hydraulique. On a vu, je reprends, l'hydraulique. Après, on a vu les routes, le pavage, ok, directement sur le sol. Ok. On a vu le bâtiment et là aussi les routes. Et là, c'est suspendu. Ok. Là, c'est ce qu'on appelle un cable stay bridge. Et ça, c'est le pont sur lequel ma femme et moi, nous avons travaillé. Ok. Et ma femme était dans ce tower. Ça, c'est un tower 1, un tower 2. Et il y a le tower 3 et tower 4. Donc, elle était en haut ici et elle était en train de stresser les cables. Donc, moi, j'étais en bas. Moi, j'ai fait le tunnel de l'autre côté là-bas, c'est Kentucky. Et ce côté qui est ici, ok, derrière cette voiture-là, c'est Indiana. Et l'eau, c'est le Wire River. So, quand j'arrivais, ça, c'est une photo que j'ai prise quand j'arrivais. Voilà, ça, c'était l'eau. Ok, ça, c'était l'eau. Et ça, c'était les towers qu'ils étaient en train de construire. Donc, ça, c'est l'eau. Les towers qu'ils étaient en train de construire. C'était à ce niveau, ce que je voulais dire au fait. Ok, donc là on passe dans l'organisation dans le béton. L'organisation principale dans le béton, c'est le ACI ici en Amérique, c'est the American Concrete Institute, donc l'Institut de béton américain. Ok, c'est l'institut principal, ok, parce que tous les autres instituts dans le béton se réfèrent à cet institut-là, ok. Maintenant, quand on va dans le béton un peu spécial, ok, le PCI, qui est le Precast Pre-Stressed Concrete Institute. So, Precast, ça veut dire préfabriqué, et Pre-Stressed, ça veut dire précontraint, ok. Pre-Stress, le stress, c'est la contrainte, ok. Ceux qui ont fait le génie civil vont savoir ce que c'est que la contrainte. Je parlais de force de compression, force de tension, ok. Donc, toute force exerce un stress. Un stress, c'est une constrainte. Donc, c'est comme la pression, mais sur des solides. Donc, c'est une force divisée par un area, une force divisée par une surface, ça fait un stress, ok. Et ça a la même unité que la pression. Donc, quand on parle de fluide, c'est-à-dire l'air, gaz ou eau, ok, on parle de pression, mais quand on parle de solide, on parle de stress, ok, de contrainte. Et le PCI, c'est le pre-contraint, ok, le pre-stress. Donc, pré-contraint, c'est on met des câbles dedans, on tire et ça donne déjà un stress avant que la charge ne vienne. Donc, souvent, ça fait une courbure. Ok, il y aura des photos plus tard. Donc, le PCI et maintenant, il y a le PTI qui est le Post-Tensioning Concrete Institute. Donc, ces instituts-là, américains de béton, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des codes, ok? Ils font des codes, ils font la loi sur le béton. Et dans dans l'institut, il y a plusieurs comités. Et c'est les comités là qui font les codes. Donc, il y a le comité 318. 318, il s'occupe du design. Donc, quand je faisais ma classe de concrete design, par exemple, avant de devenir ingénieur, ton cours de concrete design, c'est 318, c'est ACI 318 que j'utilise. Quand je vais sur le terrain que je dois inspecter, il y a 306, il y a 308, donc ACI 306, 308, ça c'est pour les températures, pour cold weather, hot weather, concrete et tout ça. Et il y a le PTI qui est le post-tensioning. So, ce qu'il faut savoir dans le pré-contraint, pre-stress, il y a deux éléments fondamentaux dans le pre-stress concrete. Le premier, c'est il y a le post-tensioning et il y a le pre-tensioning. So, le pre-tensioning va souvent avec les éléments de precast, de préfabriqué, parce que c'est dans un plant seulement, dans une usine consacrée au préfabriqué qu'on peut faire le pré-tension, la prétension. Okay? Donc, le pre-tensioning, on le fait dans un plant.
ok? Et le post-tensioning, on peut le faire au dehors comme à l'intérieur d'un plant. Donc, le pre-tension, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tu mets les câbles, tu les tires déjà, ok? Tu les stresses déjà. Et donc, on appelle ça une élongation. Elongation, you give them an elongation. Et quand ils sont déjà tendus, tu verses le béton dedans. Et une fois que tu verses le béton, quand le béton a séché et qu'on a fait des tests qu'il est arrivé à un certain compressive strength, on va savoir ce qu'on appelle une compressive strength, c'est la force compressive du béton. Quand il a atteint une force compressive calculée déjà, on dit ok, le béton est assez mature pour qu'on puisse couper ces câbles. Et quand on coupe ces câbles, l'élasticité de ces câbles-là font que les câbles essaient de revenir à leur longueur initiale. Donc, quand elles reviennent à leur longueur initiale, le béton prend ce stress. C'est comme si vous appuyez un coussin de gauche à droite. Donc, le béton maintenant se courbe. Ok? Et ces pièces de béton, comme une poutre, on la prend et puis on l'emmène sur le terrain. Donc, elle est déjà précontrainte. Et ça peut recevoir 2 ou 3 fois la charge que comme si elle n'était pas précontrainte. Et le post-tensioning, le béton est déjà formé. Okay, il y a les câbles qui sont déjà là. On verse le béton, on n'a pas encore tiré les câbles. Le béton est mature et on tire les câbles après. Alors que le pre-tensioning, on tire les câbles avant. Okay? Et j'ai fait assez de post-tensioning, inspection. Et le pre-tension, je n'ai pas trop fait, mais je suis plus qualifié dans le pre-cast, dans le pre-stress, ok? Parce que j'ai 2 certifications dans le pre-stress et j'ai le level 1, level 2 et je suis aussi membre, ok, du comité de la tolérance et du comité de la tolérance et puis de la connexion, qui est le plus important des comités. Ok, donc quand on prend les décisions, je fais partie. Ok, donc vous avez un Ivoirien qui est là-bas, qui aussi prend des décisions. Et là, on a le quality control. Ok, donc le quality control, qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle qualité. Ok, il faut faire des tests sur le béton pour voir si ce qu'on est en train de mettre sur le sol ou ce qu'on est en train de mettre dans la structure répond, ok, aux caractéristiques qu'on veut. Ok, donc le design, il y a les 3 phases et je l'ai expliqué dans la vidéo 1. La première phase, c'est quoi? C'est que le designer fait son design. Il te fait ses calculs et tout et il te dit, il faut que ce béton-là soit à une certaine compressive strength, ok, il faut que ce soit placé comme ça, il faut que les barres de fer soient placées comme ça, il faut que ce soit ceci, cela, cela. Et sur le terrain, les gens font ce qu'ils veulent, ok. Il y a des gens très expérimentés, mais ils vont toujours te prendre ce qu'on appelle les shortcuts, les raccourcis. Ils vont te prendre des raccourcis, au lieu de faire ça de cette manière, ils vont faire ça de cette manière. Et ces problèmes-là créent des problèmes, des maladies dans le béton, ok. Il y a les cracks, il y a les spalls, il y a tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait une série de tests, ok, et il faut ce qu'on appelle la certification level 1 pour pouvoir avoir ça. Et quand tu fais ton level 1, ok, certification level 1, ok, tu as le droit d'aller inspecter le béton comme ce que le monsieur fait. Ok, là, il est en train de faire ce qu'on appelle le unit weight. Ok, là, c'est le slump. Ok, ce cône-là, c'est le slump. Tu mets le béton dedans et puis tu enlèves doucement et puis tu mesures de cette taille-là, cette taille pour voir ce que ça fait. Moins le nombre est, ok, plus le béton est compact, ok, il y a moins d'eau dedans, c'est moins liquide, et plus le numéro est élevé, c'est-à-dire que le béton est plus à terre, et plus il est fluide et moins il sera dur, ok. Donc, voici ce qu'on appelle le compressive strength. Donc, avant ça, quand le béton arrive, que tu le mets dans la brouette, ok, tu mets ce qu'on appelle, bon, ça c'est le thermomètre, ok, tu mets ton thermomètre. Le thermomètre se lit après 2 minutes minimum. C'est-à-dire que si tu as mis le thermomètre et que ça fait 1 minute 30 secondes, tu ne peux pas aller lire ton thermomètre, ça n'a pas encore pris toute la température. Donc, tu dois mettre le thermomètre, ok, attendre minimum 2 minutes avant de lire, ça c'est ce que le code dit. Et maximum 5 minutes. Il ne faut pas attendre plus de 5 minutes parce que ça va prendre d'autres températures et tout. Ce n'est pas le béton que ça va aller. Donc, entre 2 minutes et 5 minutes. Donc, pendant que tu déposes ton thermomètre, tu vas faire ton slump. Ok? C'est comme ça on fait. Et tu fais ton slump. Et quand tu fais ton slump, tu renverses le slump là.
parce qu'il n'y a pas de place pour mettre la grosse base là par terre ici pour pouvoir mesurer. Donc, on renverse. Et quand tu renverses, tu mets une barre de fer ici pour que ça te donne la distance d'ici à ton slump. OK? Et c'est cette distance-là qu'on veut pour voir. Parce que tu as mis le béton dedans avec toute la distance. Mais quand tu l'enlèves, il diminue de taille. Donc, on veut voir qu'est-ce qui a diminué. Et par rapport à ce numéro, on peut savoir la quantité d'eau qu'il y a dans le béton, le pourcentage d'eau qu'il y a dans le béton et tout. Donc, un slump de 1 inch, de 0 à 1 inch, parce qu'il y a des slumps qu'on appelle 0 slump, ça n'a même pas changé. J'ai eu à faire ça plusieurs fois, surtout quand tu les fais sur les pavements. Donc, entre 0 et 1 inch, c'est pour les pavements, pour des bétons vraiment résistants et pour les routes qu'on utilise. Et puis, il y a d'autres bétons où on veut que ce soit assez grand pour que ça puisse couler, pour pas que ça puisse rester à des spots, surtout quand tu mets dans les booms, c'est-à-dire ces véhicules avec des longues pipes pour pouvoir projeter le béton. Et là, c'est ce qu'on appelle le unit weight. Ok, le unit weight, tu dois avoir ce qu'on appelle la masse volumique. Mais ici, aux États-Unis, on utilise plus le poids volumique. Donc, le unit weight, où c'est le poids divisé par le volume. Alors que chez les Français, c'est plus la masse divisée par le volume. Et la masse est plus utilisée dans le système français, mais on n'utilise pas la. Ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Ce qu'on doit avoir, c'est le poids. Mais le poids, tu ne vas pas multiplier tes choses par G. Mais ici, on utilise plus le weight, ok? Le poids. Donc, quand tu as ton unit weight, c'est-à-dire ton poids par le volume unitaire ici, c'est le cubic foot. OK? Un foot, ça fait la distance du pied d'un homme normal. OK? Donc, un foot, c'est quoi? C'est 1 mètre divisé par 3,28, hein? Ou bien 0,30, quelque chose comme ça, mètre. OK? 0,3 fois le mètre. Et là, ce qu'on appelle le hair test. Dans le hair test, c'est ce qu'on appelle le hair part. C'est le même hair part que là qu'on prend pour faire le unit weight. Mais quand tu dois faire ton hair test, tu déposes ça là, tu mets de l'eau là-dedans pour enlever toute l'air. Parce que tu prends seulement le entrain air, l'air qu'ils ont mis, ils ont fait exprès pour mettre là-dedans. Donc, ils ont mis de l'air avec un admixture, ok, pour donner de l'air au concrete. Et l'air au concrete a des propriétés. Ok, ça empêche ce qu'on appelle freezing and thawing. Genre, quand il fait froid, ok, le béton se rétrécit, ok, et quand il fait chaud, ça se dilate. Et rétrécissement, dilatation, c'est comme si tu pressais ton coussin. Si on prend l'exemple du coussin, comme si tu pressais et que tu tirais. Donc, il y a des forces de compression et de tension. Bon, les effets des forces de compression et de tension qui rentrent là-dedans et ça crée des cracks. Donc, pour éviter ça, il faut assez d'air dans le béton pour qu'il y ait une poche de pouvoir se mouver, ok, à l'intérieur sans créer trop de cracks. Mais 1% de béton et d'air dans ton concrete diminue ta force compressive au 28e jour de 5%. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas aussi trop exagérer. C'est pour ça qu'il y a le code pour pouvoir être dans une tranche. OK? Donc, tu as ton air. Et avant que tu ne fasses tous tes tests là, tu as déjà une fiche où l'ingénieur a déjà dit ce qu'il faut. Il faut que la température soit en temps et temps. Il faut que le slump soit en temps et temps. Il faut que l'air soit en ceci et cela. Et le béton doit faire 145 pounds per cubic foot. Donc 145 pounds, 1 pound, c'est quoi? C'est 1 kg divisé par 2,2. Okay? Donc 145 pounds, okay, par cubic foot. Donc si vous voyez la distance de votre pied, un cube qui fait ça. Donc voilà, vous pouvez imaginer. Et là, voilà comment on fait le slump. Donc là, tu bloques avec tes deux pieds. Tu dois mettre en 3 parties. Mais les 3 parties ne sont pas égales par rapport à la hauteur parce que c'est un cône, ça n'a pas les mêmes. Tu dois faire par volume. Donc au début, tu mets juste un peu ici. Là, ils ont trop augmenté. Tu mets juste un peu ici. Et après, tu mets juste là, comme ça. Et le troisième, tu mets juste ici. Et tu remplis. Et chaque fois, vous voyez ça, on appelle ça un rod. Dans le rod, tu fais entrer minimum 1 inch in there, mais tu ne dois pas taper le pot ici. Et tu fais 25 fois le tour. Tu tapes par 1, 2, 3, 4, tu tapes. C'est pour pouvoir enlever les hair packets in there. Donc,
25 fois. Et quand tu finis, tu mets encore une autre couche 25 fois, tu mets encore une autre couche 25 fois jusqu'à ce que ça déborde. Hein. Et après, tu rases. Ok, donc ça, c'est le 1. On ne voit pas le 1 ici, mais c'est l'étape 1, étape 2, étape 3 que tu as fini. Étape 4, tu rases. Et quand tu finis de raser, tu enlèves, mais tu enlèves doucement. Ok, donc la théorie là-bas, on te dit de compter les Mississippi. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4, jusqu'à 5 Mississippi, tu dois avoir enlevé. Et quand tu ne pas enlever, quand tu enlèves rapidement, ça verse, ça tombe, c'est pas la vraie lecture que tu donnes. Donc, quand tu finis de compter et que tu enlèves, tu renverses ça, ok, le cône est là, tu renverses le cône et tu mets ta barre de fer là et tu mesures la distance. Et cette distance, ça c'est ton swamp, ok. Et tu recordes ça, tu mets ça sur. Donc voilà comment on fait le swamp. Voilà, il est en train de faire le swamp. Il va prendre son meter ici, son tape measure, tape meter, sorry. He's gonna read. Et là, il vient, il renverse, il lit sa chose. Et là, c'est ce qu'on appelle un zéro swamp. Ça, c'est un zéro swamp. C'est-à-dire que ça a la même taille, donc rien n'est descendu. Et ça, on fait ça souvent pour les highways, pour les pavements, ok, les voitures. Donc là, c'est le unit weight et l'air, on avait déjà parlé. Et dans le quality control, il y a ce qu'on appelle les NDT. Les NDT sont les non-destructive tests. Donc, tu ne détruis pas, tu ne détruis rien. OK? Parce que dans les tests qu'on fait d'habitude, on détruit, on met dans les cylindres et puis on casse au laboratoire. Ok, je vais vous montrer des cylindres que j'avais pris quand j'étais à Dallas, quand j'ai inspecté le Highway 75 et la portion du Highway 75 que j'ai inspecté, ça allait sur quoi, peut-être 10-12 km que j'ai fait et j'ai emmené mes cylindres au laboratoire pour qu'on casse. Et j'ai aussi la certification pour pouvoir travailler dans le laboratoire, pour pouvoir un truc, et puis pour des inspections un peu plus spéciales que ça aussi. Donc là, ça check la résistivité du béton pour voir sa porosité, pour voir beaucoup de choses. Et la porosité, c'est pour pouvoir voir aussi la perméabilité du béton. C'est très important. Ok. Et là, c'est ce qu'on appelle un GPR. GPR, ça veut dire Ground Penetrated Radar. So, Ground Penetrated Radar, c'est un radar qui est utilisé pour les sols, qui est utilisé aussi pour le béton. Mais pour le béton, c'est pas aussi gros comme ça. C'est qu'il a avec les pneus là, ça c'est plus pour le sol. Mais là, il est sur une surface en béton. Normalement, pour le béton, les pneus sont un peu plus petits. Ok, et on a un peu plus de contact. Mais si c'est powerful, ça va toujours te donner. C'est comme une radiographie que tu fais à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Pour voir si les barres de fer sont à leur place. Pour voir s'il y a les pores, si c'est trop poreux. Si tu vois tout avec. Tout ce que tu veux voir en tout cas. Et là, oh, j'ai un peu oublié le nom. C'est Sonority. Ah, j'ai oublié le nom. Mais c'est que ce truc-là, ce qu'il fait, ok, c'est un sensor, ok, quand tu mets ça, ça te donne des informations. C'est relié à un câble et ça te donne des informations, ok. Et les informations, tu les prends, c'est à peu près la même chose que l'autre là, mais ça te donne plus d'informations, ok. Ça te donne aussi la résistivité, ok. Et ça, c'est c'est un hammer, ok. On l'appelle ribbon hammer, ok. Donc, au lieu de prendre les cylindres et aller les casser, ok, ça c'est l'équivalent dans le NDT, dans un non-destructive. Tu ne veux pas détruire quelque chose. Donc, tu prends ça, on fonce dedans et puis ça rebound. Et ça te donne déjà la lecture de la compressive strength. Au lieu d'aller attendre combien de jours pour faire, ou bien le premier, le troisième jour, le quatrième jour pour pouvoir voir, lui, il te donne la résistance en temps normal. Mais il n'est pas plus efficace ni plus comment les Français appellent ça, is not reliable as the other one. Ok, ce n'est pas fiable, ce n'est pas fiable comme où on casse, ok, comme le destructive test. Ok, donc là c'est, excusez-moi,
Là, c'est la même chose, c'est comme un radar, ok, il te donne exactement, tu le connectes aussi, il te donne des lectures, les emplacements de tout ce qu'il y a à l'intérieur, ok, c'est comme une échographie que vous faites dans le béton. Et là, c'est mon air test à moi, ok, c'est pour vous expliquer un peu le air test. Donc, ce que vous voyez ici, IP, on appelle ça initial pressure, ok, donc, tu dois avoir une initial pressure de 3%. Non souvent c'est 2,99, voilà. Mais c'est 3. Tu ne vas pas aller mesurer 3,09% ici. Donc, ce que vous faites, vous devez dépasser le 0. Quand vous appuyez ça, quand vous enlevez, ça revient faux. Ça revient ici. Donc, vous devez pousser, venir ici à 3. OK? À 3 après ce 0 là, à gauche. Donc, clockwise. Genre dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça. Ça vient ici au 3. Et quand c'est au 3, vous prenez votre eau, vous mettez dedans, vous enlevez jusqu'à ce que le air bubble s'enlève et tout. Pompez. Et après, vous appuyez ça et où ça sort, où ça laisse. Quand vous appuyez ça, où ça s'en va, ça vous dit l'air. Donc là, par exemple, l'air était à 2,7, ok, ça c'est 2,7, so 2.7 air. Donc moi mon papier va me dire par exemple 3% air ou 5% air plus of minus 1.5, 5% plus ou moins 1,5, ok, ça veut dire que le plus bas va être 3,50 et le plus haut va être 7,50 par exemple. Ou bien mon papier va me dire 4%, 3% est plus ou minus 1.5. Donc, la tolérance de l'air, c'est très souvent 1,5. OK? Et là, je vais vous expliquer ce que je faisais. Là, j'étais à Dallas. OK, on va regarder la vidéo. OK, on est toujours le lundi 17 août 2015. OK, Weber. OK, je vais commenter. Ça, c'est une vidéo. OK, j'étais sur le US 75. OK, à Dallas et j'avais prévu faire ce truc là, ces vidéos là pour pouvoir expliquer le béton, comment ça se passe et tout. Là c'est le US 75 à Dallas et c'était vers Eldorado Bridge. Ok, j'ai des tonnes de vidéos comme ça et là j'avais pris les tests parce que à chaque cubic yard, chaque 50 cubic yard ou 200 cubic yard ou whatever, ça dépend du projet. Je dois aller prendre des tests. Okay? Je dois mettre dans des cylindres, je dois faire mon slump, je dois faire mes choses, je dois faire mon hair test, je dois faire tout ça. Et je mets dans je prends le cylindre à la fin. Okay? Parce que les cylindres doivent rester sur le lieu où le béton a été coulé, okay? Pendant 8 heures de temps minimum avant d'être transporté. Okay? Pour que le béton puisse set. C'est ce qu'on appelle set, pour qu'il puisse être un peu plus dur. Okay? Donc là, je viens. US 75, voilà la route, voilà la portion de la route qu'on est en train de faire. Maintenant, il est en train de faire un grooming, hein, parce que by the way, la machine là s'appelle Kumako. Ok, c'est un paver, ok, mais de la marque Kumako, et c'est les Kumako qui sont les meilleurs ici. Donc, nous avons commencé un peu devant là-bas, ce qui est un peu blanc, où le blanc commence. Et ça, c'est le concret qui est un peu frais. Donc, le brooming, normalement, ça se fait avec un broom, un balai. Mais ici, ils ont un équipement spécial qui rend ça un peu carreau. C'est pour la friction, pour que les voitures puissent freiner sans glisser. Donc, ça fait un peu carreau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il vient avec la machine. Et puis, il y a un fer en bas là-bas. Qui vient comme un balai. Il passe, ça va passer tout de suite. Voilà, c'est en train de venir. Et c'est lui qui fait les carreaux. Voilà, c'est ici. Alright. Donc c'est le US 75, un highway national des États-Unis. Voilà la route. Donc après ils vont fermer où les gens sont en train de conduire et puis ils vont ouvrir ce qui est là. Alright, j'ai déjà fini mes tests. J'attends le reste, j'ai venu fermer les tests que j'ai fait. J'ai fait 8 cylindres. Donc tu prends 8 cylindres, tu fais le test, ça c'est pour le air, l'air.
Ok, donc les cylindres, tu dois mettre le nom du projet, tu dois mettre le premier set. Ok, ça c'était le premier set. Donc si vous voyez un que j'entoure comme ça, c'est le premier set. Et s'il y a un deuxième set, je mets 2. S'il y a un troisième set, je mets 3. Donc ça dépend du volume qu'il dépose. À chaque volume, on doit tester. Tu ne vas pas tester à chaque minute ou bien non. Ok, à chaque volume, tu testes et pour voir s'il y a une consistance avec la production, ok, dans le plant. Ok. Donc, ça c'est pour savoir l'air qu'il y a dans le béton. Là, je vais vous filmer. Weber, c'est la compagnie. Et puis HDG, c'est mes initiaux. Ok. Là, je viens ici. Voilà, on va parler des problèmes et des solutions dans le béton. Ok. Les problèmes commencent avec les cracks. Ok, ça c'est les cracks, c'est les fissures. Donc, si vous voyez ici, cette fissure là, c'est qu'elle a commencé, elle était très jeune, très fine. Vous pouvez même pas la voir. Et petit à petit, après avoir subi plusieurs forces de tension. Parce que les cracks, c'est quoi? C'est quand le béton subit une tension, une force de tension. Ok, force de tension et là, il y a des cracks. Donc, tout ce qui est tout ce qui aide à séparer le béton, ok, à l'intérieur de lui, crée des fissures. S'il y a des forces pour essayer de rapprocher tous les éléments du béton, genre pour faire un rétrécissement, ok, il n'y a pas de problème, le béton peut supporter. Donc le béton est plus fort en colonne, en tout ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois que il y a quelque chose pour séparer ça, ça crée des cracks. Les cracks sont aussi créés par ce qu'on appelle spall, ok, S-P-A-L-L, et comment les spores se constituent, c'est la souillure, ok, de la barre de fer qu'on met à l'intérieur. Là, cette photo, par exemple, ici, a plusieurs problèmes, ok, que je peux voir. Il y a ce qu'on appelle segregation. Segregation, c'est quand tes graviers sont d'un côté et ta pâte de béton est d'un autre côté, de ciment d'un autre côté. Donc, on appelle ça segregation, ok? Ce n'est pas mixed together comme un ensemble. Et là, vous pouvez voir les graviers, on appelle ça honeycomb, ok? Peigne d'abeille, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais c'est honeycomb, ok? Et les graviers sont entre eux ici et il n'y a pas trop de pâte entre eux et la pâte est venue à la surface, ok? Donc, avec cette segregation-là, c'est déjà une opportunité de créer un spar, ok? Une fissure. Et quand vous avez ces barres de fer là qui s'oxydent à l'intérieur, ok, qui se rouillent, ok, qui se rouillent, la rouillure de ces barres de fer là crée les spores, ok, et ça se gâte. Le béton commence à se détériorer. Ok, vous voyez là, c'est les spores. So you get deterioration here. Ok, et il y a des manières d'arranger ça. Ok, on va voir les manières pour arranger. On va voir aussi le mécanisme, comment les spores se font. Donc, pour pouvoir arranger, ok, il y a plusieurs solutions. Ok, ça c'est ce qu'on appelle un crack filler. Ok, so you do the crack filling. Tu fais le crack filling, mais le produit s'appelle un crack filler. Ok, il y a plusieurs produits, mais SIKA, S-I-K-A, c'est le manufacturer qui a ces produits les plus utilisés pour ce genre de choses, pour les trucs liquides, pour les choses en liquide, pour fixer le béton. Il y a aussi Hilti, mais Hilti c'est plus pour des choses un peu plus dures, pour des machines, des bolts, des trucs comme ça. Et Hilti aussi ce genre de produit là, mais c'est SIKA, S-I-K-A qui est plus dans le domaine. Et là c'est ce qu'on appelle crack injection. Ok, le projet dans lequel je me trouve actuellement ici à New York, pour le New York City Transit, je m'occupe il y aura beaucoup de crack injection, ok, parce que je suis en charge de tout ce qui est inspection dans le projet. Donc, il y aura, ça c'est crack injection, on aura beaucoup de crack injection à faire. Ok, voilà comment on fait les crack injection. Tu mets ça, ok,
et tu injectes the product in there. Et ça va, tout ce qui est fissure, tout ce qui est ouverture, ça va remplir ça. Ok? Et c'est du epoxy. Là, c'est ce qu'on appelle un stapler. Ok? So, staple en anglais, c'est l'agrafeur. Ok? Stapler, c'est l'agrafeur. To staple, c'est agrafer. Donc, c'est pareil. C'est comme si tu fais des points de suture. Ok? La chose est là, le crack est là, il est trop gros, ok, pour empêcher le développement de cette crack là, ok. On te, on te met à l'intérieur ces barres de fer qui sont là, ok, et on les tape avec un marteau. Il y a des nouvelles machines qui introduisent ça dedans déjà et qui essaient de les resserrer, ok, comme un agrafeur, une agrafeuse, et ça essaie de les rapprocher. Ça, au fait, c'est pour ne pas qu'il y ait un élargissement de ta fissure déjà. Et après, maintenant, tu mets un filler, ok, de epoxy à l'intérieur ou bien du grout. Grout, c'est comme du béton, mais sans les graviers, avec d'autres choses, ok. Et quand tu files, ça devient une partie intégrale et tu n'auras plus en tout cas de fissures. Désolé, tu n'auras plus de fissures sur cette partie en tout cas. Et voilà une autre technique, ok. On appelle cette technique là RPW, ok. RPW, c'est une technique que j'ai utilisée pendant 2 mois d'affilée. On faisait les bon, c'est un peu comme la médecine, hein. On soignait en griffe les piliers et puis les grandes poutres des bridges. Quand on construisait le béton, comme on appelle le bridge à Indiana, le pont Indiana, il y avait déjà des petits ponts qui existaient, ok, aux alentours, et le contrat c'était aussi de les réparer. Donc il y avait ce qu'on appelait bridge repair qu'on devait faire, et la technique qu'on avait utilisée c'était le RPW. RPW, ça veut dire Reinforced Polymer Wrap, ok. On appelle ça aussi Fiber Wrap, ok, ou bien Fiber Reinforced Polymer Wrap. Il y a plusieurs noms, mais la technique s'appelle dans le jargon Fiber Wrapping, parce que le wrap qui est là, ok, ça et ça où le monsieur est ici en train de faire le truc, c'est pas de la peinture qu'il met, c'est du epoxy qu'il a plongé, qui est en liquide et qu'il a éparpillé là-dessus, parce que le epoxy, quand le vent tape, ça devient très dur et très sec, ok. Et après son wrap, c'est comme du sparadrap, hein. Donc les étapes du fiber wrapping, c'est ce qui est à droite ici, et un béton qui a connu un spar, ok, une détérioration. Donc ce qu'on fait, ça on appelle ça hammering down. Donc il a son electrical hammer, c'est un marteau, mais un marteau électrique, où ça marche avec un pressure. Donc il y a de l'air qui met, c'est comme les trucs de pneus. Donc il hammer that down, ok, et il met bien les contours et il doit exposer le rebar. Donc quand il expose le rebar, moi je dois venir par exemple, je regarde le rebar pour voir si on ne doit pas faire ce qu'on appelle un lap splicing, prendre une autre barre de fer, creuser, mettre dedans pour remplacer le rebar malade. Le rebar, c'est la barre de fer. Donc et si le rebar qui a été exposé est bon, si ce n'est pas trop rouillé, si on doit protéger ça avec une pompe à époxy, je vais vous montrer. Si tout est bien, tout est ok, il mélange, il fait son mélange, ok. Le mélange qu'il a, c'est comme un ciment, ok, mais qui vient avec c'est spécial. Et ça, le manufacturer qu'on appelle Sika, ils vendent ça, ok. Et moi, je regarde le produit, je prends le nom du produit, je prends le lot number, je prends tous les trucs qu'ils ont pour fabriquer, j'écris. Et puis, il fait son mélange, je regarde le dosage, je vérifie le dosage et il met la pâte, ok. Ça ressemble à du crépissage, mais ouais, c'est du crépissage, mais c'est pas avec du béton qu'on connaît, ok. Ça, c'est très fort, ça crée un bond très fort parce que quand il finit de gratter le béton comme ça et puis exposer le rebar, il pommade ça. Bon,
excusez mon français, il met une couche de époxy en liquide ici, qui est différente de cette couche de époxy. Ça, c'est à la fin. Mais au début, pour que le produit qu'il met ici se colle, ok, à ça. Et une fois qu'il ferme, il prend le wrap, ok. Et le wrap, il doit tester le wrap, ok. Mais je vais vous montrer après. Je vais vous expliquer plutôt après. Donc, quand il finit de mettre ça, il met ce wrap là-dessus. Et puis, il met sa couche. Il fait un vernissage avec le époxy, un autre produit de époxy qu'il a, un mélange A et B. Parce que le époxy vient en liquide. Quand l'air tape, ça devient dur. Mais tu peux ouvrir le produit A et le produit B. L'air va rien faire. Mais une fois que tu les mélanges, tu as un certain nombre de temps, 2 heures ou bien combien de temps, donc ça commence à devenir très dur. Et si la main de quelqu'un dedans, ça devient plus dur même que le béton. Ok? Et quand il finit ça, il pommade, il vernit avec sa couche d'époxy après le wrap. Et maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le pull test. Ok? Ça, c'est un pull test. Quand il met le wrap a une certaine... il faut une certaine temps, comment on appelle ça, un certain stress pour pouvoir l'enlever. Donc, le manufacturer a ce qu'on appelle son manuel, ok, c'est un livre qui te dit exactement ça, ce qu'il faut. Et l'ingénieur aussi a déjà calculé, ok, pour savoir à quelle résistance il faut que ce truc-là soit, parce que c'est exposé à quoi? Du vandalisme, force de genre hurricane, ouragan, n'importe quoi. On ne veut pas que ce wrap là puisse quitter. Donc, on fait le pull test, on met ce que vous voyez là-dessus. Donc, ce sont des... Ah, le nom. Ce sont des... J'avais le nom là. On appelle ça des nodes. Ce sont des nodes que tu déposes là-dessus. Et tu accroches ça à une machine et tu commences à pull. Ok? Tu commences à pull, à tirer. Pull, c'est tirer. Commence à tirer. Et pendant que tu essaies de tirer, la machine te donne la pression, le stress que ça fait. Combien de PSI? Le stress se fait en PSI ici. Français, dans le système français, ça va se faire en kilopascal ou mégapascal. Mais ici, ça va se faire en PSI, pound per square inch. Donc, combien de pounds de force par square inch? Inch, c'est une distance qui fait 2,54 cm. Ok? Donc, il va pour ça. Et si le manuel te dit que ça doit se déchirer à 280 PSI, ok? Moi, ce que je fais, je le regarde pendant qu'il fait son test. Ok? On appelle ça continuous testing. C'est-à-dire que pendant qu'il fait le test, je dois être là. Ce n'est pas un periodic test où quand il fait, je peux être où je veux et puis après, je viens vérifier. Donc, pendant qu'il fait son test, je suis là, je regarde la machine. Et si la machine a dépassé, par exemple, si le code dit c'est 250 PSI pour ce pont-là, ok? Si je vois qu'on a dépassé les 250 PSI, qu'on a dépassé 260, 270, 280, je peux lui dire c'est bon, arrête. Tu n'as pas besoin de déchirer la chose, arrête, c'est bon, on a déjà dépassé. Mais si ça a été déchiré avant, il recommence le wrapping. Il enlève, il recommence parce que ce n'est pas un bon wrap, ça n'a pas pris. Ok? Et c'est ça que le problème. Mais avant qu'il ne recommence, je fais le rapport, je donne ça à ce qu'on appelle l'ingénieur of record, le IOR. Je suis ingénieur, il y a des millions d'ingénieurs là-bas, mais il y a ce qu'on appelle un IOR, Engineer of Record, celui qui a son nom, qui a son tampon sur le projet. C'est lui qui a les responsabilités. Donc, avant qu'on ne lui dise de recommencer, je lui envoie les résultats. Lui, il prend, il analyse et puis il peut dire, bon, on peut laisser, c'est presque à côté, c'est presque ceci. OK? Donc j'avais expliqué comment les barres de fer s'oxydaient. Okay? Donc, voilà les formules chimiques, il n'y a pas besoin de trop expliquer. Mais pour protéger ça, pour ne pas qu'on ait ça, il y a ce qu'on appelle, j'ai parlé du époxy. Donc, tu mets le époxy. Donc, si vous voyez sur des projets, il y a des barres de fer qui sont vertes comme ça, c'est parce qu'elles ont été recouvertes de époxy. Okay? On les a plongées dans du époxy et elles ne peuvent
elles ne vont pas se rouiller. Mais elles pourront se rouiller, ok, avec un contact d'ultraviolet. C'est-à-dire que si le soleil brille trop là-dessus, ok, les rayons du soleil frappent trop cette barre-là, on peut avoir une certaine rouillure. Et si on a cette rouillure-là, il y a une pompe qu'on peut prendre pour pomper. Il faut vérifier ça avant de... Donc, il ne faut pas trop exposer, mais on est obligé d'exposer ça parce que quand tu fais des projets, ces barres de fer-là sont très longues, ok? Très longues, ça peut faire 40 mètres, 50 mètres, c'est long. Donc, tu ne peux pas mettre ça dans un entrepôt ou dans un endroit fermé. Tu déposes ça au dehors, souvent tu couvres avec ce que tu peux couvrir, mais la plupart du temps, c'est exposé. Donc, ce qu'on fait avant de les utiliser, on les regarde et puis les parties qui sont un peu rouillées, on met des barres. Donc, voici le schéma ici, complètement à droite là. Le rebar, c'est la barre de fer qui est là, c'est dans le béton, using concrete là. Et vous savez qu'il y a des layers dans le béton. Ok, comme j'ai expliqué, il faut des layers pour qu'on puisse faire, on puisse résister à fouling, ok, freezing and fouling, ok. Donc, l'air est important dans le béton, ok. Et aussi, il y a une certaine porosité, donc l'air rentre. Et au fil du temps, ça peut s'oxyder. Et quand ça s'oxyde, quand le passage de l'air rentre ici pour oxyder et tout, ok, ça crée ces fissures. Et quand ça s'oxyde, l'oxydation ici, la rouillure, ok, sépare ça. Et ça casse. On a cette ouverture-là. Ce spore qu'on a eu ici, qui a cassé, qui a ouvert à cause de cette rouillure-là. C'est exactement ce schéma qui est là. Et ça casse. Ok, donc c'est la corrosion ou la rouillure de ce fer qui crée ça. Ok, et donc voilà, ça expliqué. Et cette photo ici démontre ça. Vous voyez les cracks qu'il y a ici. Ok, ça c'est sparling qui est là. Donc on a eu un spar here à cause de cette rouillure de fer. Et vous voyez la ligne où le fer passe ici tout droit. Ok, vous voyez les fissures qui sont là. C'est à peu près ça. C'est ce qui est là directement ici expliqué. La barre de fer rouillée crée ça. Donc, il faut savoir quel type de barre de fer il faut mettre dans le béton. Ça, c'est très important. Donc, on ne fait pas des constructions comme ça. Bon, les maisons, on peut se dire, bon, c'est masonry, c'est de la maçonnerie, c'est connu de tous depuis longtemps. On fait ça, il n'y a pas de problème. Ça a été fait, il n'y a pas de problème. Donc, les gens connaissent un peu, ça peut aller. Mais vous vivez sur de la loterie, c'est de la chance. Dieu veille sur nous, rien ne se passe. Mais ceux qui le construisent ne connaissent pas comment est-ce que le béton se comporte. On ne donne pas les plans à des ingénieurs pour vérifier. Quand ça devient des immeubles, il faut faire très attention. Et quand ça devient des ouvrages très importants, ok, genre de routes, de grands travaux, un grand parc, et ceci, cela, il faut vraiment donner ça à des ingénieurs parce que il y a des choses que vous allez créer qui vont faire des failures, ok, et si vous avez ces failures là, vous pouvez avoir vraiment des désastres, ok. Donc toujours donner à un ingénieur pour vérifier, c'est très important. Donc voilà ce qu'on appelle le Rust-Oleum, ok. Ça tu prends ça, voilà une rouillure ici. Ça a été exposé au soleil par exemple, ok. Et puis à gauche ici, on montre comment est-ce que on a fabriqué même ces barres. C'est des barres de fer normales et ces produits là dans les manufacturing places sont versés là-dessus pour pouvoir les protéger pour ne pas qu'ils s'oxydent. Mais leur exposition au soleil par exemple peut détruire ce époxy là. C'est pas l'air normal qui détruit ça comme les autres qui rouillent, mais lui, son exposition au soleil, ok, il n'aime pas ultraviolet, ok, infrarouge, ultraviolet or whatever, they don't like it. Et quand il y a ça, avant qu'on le mette, on prend cette pompe, on pompe dessus, ok, c'est la même chose que ça, c'est le même produit qui est là, qui est dans cette pompe, ok. Je vais partir un peu à gauche pour vous montrer quelque chose ici, c'est ce que je n'ai pas commenté, c'est ce qu'on appelle le stainless steel. Stainless steel, on utilise souvent aussi pour des railing, c'est-à-dire sur les escaliers, là, vous voyez les barres de fer qu'on doit attraper pour pouvoir monter. Très souvent, on utilise ça pour ne pas que ce soit rouillé, ok. Le fer exposé à l'oxygène, ça s'oxyde, ok, ça se rouille. Donc, stainless steel, c'est un steel qui ne se rouille pas. L'oxygène va attaquer ça. Comment ça va pas se rouler? Et voilà ce qu'ils ont mis ici. Ils ont mis stainless steel
rebar is the most expensive reinforcing available, about 8 times price of the epoxy coated c'est pain, ok, rebar. Donc on veut dire que le stainless steel, ok, est le plus cher, ok, des reinforcing rebar qu'on a, des barres de fer d'armement qui sont available, qui sont disponibles. Et le prix de ça, c'est 8 fois le prix de ce epoxy. Parce que le danger, le epoxy, c'est quoi? Tu vas le mettre au soleil, il y aura un peu de rouillure. Et s'il y a une rouillure dedans, la rouillure va contaminer les eaux. Donc, bon, il y a toujours une ouverture, une opportunité de désastre, de problème. Alors que ça va jamais se rouiller. Bon, ça peut se rouiller si le béton est dans un truc chimique, en contact avec le salt de l'eau très salée, ok, ça peut se rouiller, ok, et on ne veut pas ça, ça peut pénétrer et détruire, ok, mais il y a moins de chances d'avoir des problèmes avec le stainless steel, mais il est beaucoup plus cher aussi, beaucoup plus cher, donc les projets ne l'utilisent pas parce que les barres de fer, il en faut beaucoup pour un long projet, pour un gros projet, il en faut beaucoup, donc tu vas multiplier ton projet de barres de fer par 8, c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, différents types de béton. On va parler de precast, on va parler de pre-stress, ok. Donc, le pre-stress va ensemble avec le precast. Ça va ensemble. Le préfabriqué va ensemble avec le précontraint, ok. Et là, le préfabriqué, c'est déjà fabriqué. Okay? Tu vas pas venir ici pour avoir ta pompe et puis pomper le mur qui est là, mettre le béton dedans, couler le béton ici pour faire. Donc, ils ont fait ça dans un endroit qu'on appelle un plant, P-L-A-N-T, manufacturing plant. Un endroit ici à droite, ici en haut. Et voilà, là, c'est un pre-tensioning. Donc, là, c'est une poutre, ok, une très grande poutre. Voilà, ici en bas, en bas à droite, c'est un manufacturing plant. Donc, vous voyez les poutres là qui sont là, les poteaux qui sont là, ok, les colonnes qui sont là et les poutres qui sont là. Ok, ça c'est ce qu'on appelle un double T, ok, un double T, ok, double T, ok, et ça c'est un beam, ok, double T bridge, c'est en même temps un slab. Donc, le beam s'arrête là et le slab est là. Et là, ils vont pour encore des choses là-dessus en haut. Donc là, ici, en haut, ici, à droite en haut, c'est un pre-tensioning qu'ils vont faire. Donc, ils vont couler le béton dans les formes qui sont là. Forme, c'est où on coule le béton, on appelle forme. Ok. Donc, normalement, c'est en bois sur les terrains, on fait donner une forme. On appelle ça forme, F-O-R-M en anglais. Donc, tu mets ton béton, pour c'est couler. Si vous entendez dire pour, souvent c'est couler. Donc, tu pours ton béton ici, ok. Mais là, ce qu'ils vont faire, ils vont déjà stresser, ils vont déjà tirer ces câbles, ils vont leur donner déjà une élongation. Ils vont couler le béton à l'intérieur et après, ils vont venir couper cette élongation. Ok, ils vont venir couper ces câbles. Et en les coupant, c'est tellement élastique que ça va essayer de revenir. Et en essayant de revenir, ça va courber le béton. Ok, mais le béton doit avoir une certaine maturité avant que tu le coupes. Ok, donc ils vont prendre des cylindres et aller les casser avant de savoir s'il faut couper maintenant les barres de fer ou pas. Ok, donc le béton vient sur sa forme liquide comme ça. Ok, et puis tu peux essayer de travailler avec lui. Donc la workability, c'est le fait que le béton puisse couler normalement. Workability, l'habilité de travail. Donc c'est un mot collé, workability of the concrete. Donc quand on fait le slump test, c'est pour savoir sa workability. Si c'est un béton qui va couler ou bien c'est un béton qui sera très pâteux, des choses comme ça, on doit savoir. C'est avec le slump test qu'on fait ça. Donc là, c'est moi-même, c'est mon test que c'est une inspection que j'ai faite à Dallas pour un immeuble qu'ils étaient en train de construire. Donc là, c'est ce qu'on appelle le post-tensioning. Donc vous avez vu le pre-tensioning ici, c'est dans un plant qu'on fait le pre-tensioning. Ok, donc tu as tiré, tu vas mettre le béton et tout. Et ça, c'est pré-contraint. Pré-contraint, c'est pre-tensioning et post-tensioning. Ok, mais post-tensioning a son institut à part, ok, PTI. Donc là, qu'est-ce qu'on fait?
il y a les câbles qui sont là, ok. Là, vous voyez, il y a combien de câbles ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un groupe de 5 câbles, ok. Donc, sur le plan, par exemple, ils vont mettre un losange, mais j'arrive avec le plan pour expliquer. Et là, il y a... Donc, les groupes de câbles sont là, ok. Moi, ce que je fais, j'ai mon plan ici. Et je viens, je regarde si tout a été fait avec le plan. Donc, je ne mélange pas mon expression de rebar, de barre de fer là, ok. Et là, c'est pas stainless steel, hein. C'est pas stainless steel. C'est pas stainless steel, c'est pas epoxy, ils s'en foutent, ils ont plus le risque. La rouille, ils s'en foutent éperdument. Et ils sont venus, ils ont mis leur cable. Déjà, c'est déjà post-tension, c'est déjà très cher. Donc, le câble, là, c'est les barres de fer qui sont là, c'est pas ce qui va faire quelque chose. Donc, le plan, comment expliquer le plan? Si vous regardez, est-ce que je peux augmenter ça? Oui, Dieu est grand. Ok. Si vous regardez le plan, ok, quand vous voyez un cercle comme ça, ok, ça veut dire que c'est un groupe de 2 câbles. Ok. Quand vous voyez un triangle, c'est un groupe de 3 câbles. Si vous voyez un losange, bon, un carré, c'est un groupe de 4 câbles. Si vous voyez un losange, je vais voir s'il y a losange ici, il y a beaucoup de groupes de 5 câbles. Donc, je vais forcément trouver un losange quelque part. Un losange, où es-tu? Ok, là par exemple, je sais que c'est une grosse concentration. Il y a un gros truc qui va être là, donc ils ont rempli même. Donc là, vous voyez, il y a un losange ici. C'est-à-dire que ce trait que vous voyez là, c'est lui seul, c'est un groupe de 5 câbles qui est là. Ok, donc en marchant, je regarde ça, ce terrain qui est là, c'est une grosse surface, hein, c'est pas un petit truc. C'est une grosse surface. Et cette grosse surface a. C'est ça seulement que je peux inspecter pour toute la journée. Donc, quand je viens, je suis petit ici comme ça. Je viens, je regarde mes câbles, je marche. Je viens, je regarde, ok, les 5 câbles sont là, je note. Combien de câbles sont là, je note. Là, il faut que je fasse très attention parce que son indication est en haut. Ok. Donc, je regarde ici, je regarde là, je regarde, voilà, ici, voilà son indication. Donc, il y a un triangle, donc c'est un groupe de 3 câbles. Donc, je dois savoir toujours où est mon nord, où est mon north, où est mon south. Donc, sur les plans, toujours, il y a une flèche qui m'indique le nord. Donc, et je sais sur le terrain où est le nord, donc je sais où je me trouve. Et là, c'est les câbles, c'est le nom des câbles là qui sont là. Ok? Donc, c'est le nom des groupes, vous faites. 265, donc là, ça fait 266, 267, 268, 269, 270. Ok, 273, 71, 272, 273, 274. Ok, donc c'est le nom des groupes là. Donc par rapport au groupe, je sais, je dis que ok, 265 est ok, 260 combien est ok. Donc je vais faire entre 260 et là, vous voyez 227A. Il y a son 227B aussi. Ok, et il faut faire beaucoup attention. Là, c'est une déflexion, ok. La déflexion va être égale à 3, ok. 3 inches et 1/8 of the inch. Genre 3 et 1/8 au lieu de 3 quarts, donc 3 et 1 huitième, ok. Donc 4 et 5 huitièmes. Beaucoup de choses se font au 8e, au 16e, au 12e ici, ok. Avec le inch, parce que le inch, il faut 12 inches pour faire un foot. Donc, c'est en douzaine et ils font leurs choses. Ça aussi, ça mélange un peu quand tu viens du système français. Mais maintenant, moi, c'est le système français qui me mélange. Donc, là, tu vois, c'est Brown, Cooper, Brown. OK. Là, c'est White. OK. 59 foot. Donc, d'ici à là-bas, c'est 59 foot. OK. Et là, 63 foot green. Donc, le ticket là sera green. Mais c'est pas ce que vous croyez là, c'est les élongations qu'ils vont faire, ok? Et là, c'est pour number 4, see contractor note 1. Donc, sur le plan, il y a une note 1 là-bas, il y a une note 1, 2, 1, 2, 3. Donc, tu dois avoir les notes, ils vont t'éclairer sur quelque chose ici, où tu dois faire vraiment attention, ok? Bon, ça c'est une manière de savoir comment ça se passe, ok?
Maintenant, c'est juste une idée. Les plans ici, il y en a de vraiment, vraiment compliqués. Il faut vraiment savoir ce que tu es en train de faire quand tu t'en vas là-bas. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle shotcrete. Ça, c'est moi ici. Ce qu'on appelle shotcrete, c'est le béton à haute pression, ok, que tu mets, et c'est très souvent pour stabiliser le sol, pour ne pas que le sol s'écoule, ok. Là, c'est une piscine qu'ils sont en train de faire et ils ont mis du shotcrete. Pourquoi? Parce qu'ils ont creusé deep. Ça peut faire une fois et demi la taille d'une personne, presque 2 fois la taille d'une personne. Ce gars-là d'ici, ce gars-là, par exemple. Ok? Et il y a le sol autour. Ce sol-là, le sol a tendance à vouloir s'incliner, ok, comme un triangle et sur le long de l'hypoténuse. Donc, c'est là que le sol veut s'incliner pour se verser. Et c'est une très, très, très grosse pression. Donc, le sol a un unit weight à peu près de 120 pounds per cubic foot. Ok? Donc, c'est une grosse pressure. Donc, un cubic yard, c'est a lot of pounds. Et c'est des grosses forces. Donc, il faut stabiliser ça. Mais pour faire le pour, par exemple, ça, c'est des grandes façades. Ici où j'étais, ça, c'était le projet où on était à Indiana. Donc, la stabilisation des murs et du tunnel et des trucs comme ça. On était là, on a fait ça, c'est ce qu'on appelle rock anchors. Tu mets tu creuses, il y a une machine qui va creuser d'abord, qui va mettre les rods. Ça, c'est un rod. Et il va mettre dedans, il y a une machine qu'on a, c'est en bas ici, vous ne pouvez pas voir. Et ça, on presse, et quand ça arrive à la pression normale, on lock. Ok, on condamne ça avec le bolt qui est là, on condamne, le nut qui est là, on condamne, et puis on ferme. Et là, là, la machine est en train de faire des élongations, et je prends ce qu'on appelle le creep test. Donc, ça, c'est le shotcrete. C'était shot parce que c'est sur du sable, c'est sur du sol vertical. Donc, tu ne peux pas venir verser le béton, ça va s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter. Donc, il faut le lancer avec une certaine pression, de telle sorte que quand ça tape, ça reste dessus, ça ne va pas quelque part. Ok, donc ça, c'est un type de béton aussi, c'est le shotcrete. Ok. Ok. Maintenant, les innovations, dans le béton, il y en a plusieurs. Il y en a il y a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle bioconcrete, ok, béton biologique. Il y a toutes sortes de choses que tu fais avec le béton maintenant. Et tout ça, c'est fait avec ce qu'on appelle les admixtures. Ok, comment tu mixes. Donc, dans la première vidéo, j'avais parlé de ce qu'on appelait porous concrete. On va parler de porous concrete et on va parler de hydrophobic concrete. Ok, on va parler juste de ces deux-là parce qu'on ne peut pas tout dire. Donc, j'ai une amie, Clarisse, qui avait mis une vidéo et puis elle dit, oh, Clarisse, j'avais parlé de ça dans ma vidéo, il faut aller voir et tout. Donc, le porous concrete, ok, c'est un concrete très poreux, donc très perméable. C'est perméable c'est perméable, ok. Donc, le béton, tu le manies, tu le fais de la manière dont tu veux par rapport au projet que tu fais. Par exemple, si tu fais un barrage avec un béton, tu ne veux pas que ton barrage soit perméable. Ok? Tu ne veux pas. Parce que là, tu veux retenir l'eau. Donc, tu fais ce qu'on appelle un hydrophobic concrete, comme ce qui est là, où l'eau coule là. Ça, c'est hydrophobic parce que c'est mélangé avec ce qu'on appelle un water repellent. Water repellent, c'est quelque chose qui rejette l'eau. Ok? Donc, j'avais vu une vidéo, un gars Abidjan avait dit, oh, publicité, ceux qui veulent que vos murs, l'eau ne rentre plus dans les... Bon, je ne vais pas dater la publicité de la personne, mais faites attention, demandez aux professionnels ce qui se passe. N'achetez pas quelque chose et puis 3 jours après, l'eau va rentrer. Ok? Quelque chose qui n'est pas durable, qui n'a pas été mélangé avec le béton, mais avec un admission, cette dose ou juste une pression comme Timor, comme ça, et puis qui va aller dans combien d'heures après. Bon, je sais pas. Je ne vais pas rentrer dans le business des gens. Achetez si vous voulez, c'est bien. Là, le hydrophobic concrete fait de telle sorte que le béton n'a pas de pore ou a un pourcentage de pore vraiment, vraiment minimum. Genre, ça peut être, je sais pas, 0,00001% ou combien de pourcents, ok? Donc, l'eau n'a pas de port où rentrer. Et quand l'eau ne sait pas où rentrer, vous voyez comment ça fait comme les boules là, les bulles là. Là, tu vois l'eau même séparée. C'est pas des molécules, mais tu vois les gouttelettes là.
ils savent pas ce qu'elles vont faire. Ok, c'est comme ça. Si vous mettez, versez l'eau sur un sachet plastique ou bien quelque chose, vous allez voir si la membrane n'est pas trop poreuse, que c'est un peu dur, vous allez voir que l'eau va faire comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas de pore pour pouvoir entrer. Ok, ça c'est quand tu veux pas que l'eau passe quelque part. Ok, donc ça c'est hydrophobic concrete. Tu l'utilises dans les barrages, tu l'utilises dans comment on appelle ça, les grands caniveaux ou bien les pentes que tu donnes à l'eau pour pouvoir aller dans les caniveaux. Pour ne pas que, si tu ne veux pas une infiltration, ok, tu fais ce genre de choses. Tu l'utilises en tout cas où tu ne veux pas que l'eau pénètre, entre, s'infiltre. Ok. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le porous concrete ou bien le pervious concrete. Ok. Sur le pervious concrete, voilà. Qu'est-ce qui se fait? Vous avez vu le mélange de béton? C'est ciment, gravier, sable, de l'eau. C'est ça le béton. Quand tu enlèves le sable ou bien que tu mets juste un peu de sable, le manque de sable te donne le pervious concrete. Ne dites pas, oh, le gars a dit ça, ok, c'est un ingénieur aux États-Unis, il a dit ça ici, que tu enlèves le sable, seulement ça te donne le pervious concrete. Non. Il y a une manière de faire le dosage pour que même s'il n'y a pas le sable qui soit poreux, il soit aussi dur et résistant et ne se détache pas. Je ne vais pas vous donner cette technique-là. Si vous avez besoin de ça, consultez les ingénieurs qui sont là-bas, ou bien consultez moi, ou bien consultez quelqu'un. C'est de ça que les gens vivent. Vous voulez faire vous-même vos choses, vous allez avoir des problèmes. Ok? Les ingénieurs sont là, ils existent. Voyez-les, ils vont vous dire ce qui se passe. Ok? En béton, vraiment, c'était ma spécialité ici. J'ai été vraiment bombardé d'expériences en béton dans beaucoup de choses, dans beaucoup de travaux. Donc, j'ai appris et je continue toujours à apprendre. Donc, le pervious concrete, voilà les layers. Donc, si vous connaissez, si vous avez la première vidéo, voilà le sol, voilà le subbase et voilà votre concrete, ok? Donc, ça va permettre l'infiltration. Donc, normalement, quand ça permet l'infiltration, et que ton sol, normalement, ton subbase, tout ça n'est pas saturé, ton béton va s'infiltrer, ton eau va s'infiltrer. Donc, sur un endroit, la riviera, par exemple, où il y a plu, il y a l'eau, il y a eu inondation, tout, vous creusez, ok, un demi-mètre de profondeur, ou bien 1 mètre de profondeur sur une assez large superficie, ok, et vous mettez un sol assez poreux ou bien vous mettez des pipes, ok, genre une tuyauterie pour pouvoir emmener l'eau, ok. Il y a ce qu'on appelle un porous pipe, genre c'est perforated pipe. Et les perforated pipes là, il y en a en HDPE. HDPE c'est des high density polyethylene. Donc, c'est poreux et quand l'eau s'infiltre, ça recueille quand même un assez grand pourcentage, près de 60% d'eau. Ça rentre à l'intérieur et puis ça les évacue. Donc, vous faites un système comme ça a été dessiné ici. Ok? Comme ça, quand l'eau rentre, ça vient dedans et ça s'évacue. Voilà, c'est perforé même. C'est perforé ici. Ok? Si vous tapez Google perforated pipe, vous allez voir ça. Souvent, c'est noir comme ça. Ok, et voilà ce qu'ils ont écrit ici. Ils ont dit que le drainage système n'est pas nécessaire au fait. Au fait, c'est pas nécessaire. Ok, quand l'infiltration rate de ton subgrade layer is low and water content in the subbase cannot be absorbed by the soil quickly enough. Ça peut être needed quand votre infiltration est low. Parce que voilà la différence entre l'infiltration et la perméabilité. Ok, les deux sont créés par la porosité. Ton sol est poreux, il aura perméable, c'est perméable, ok, perméable, ça laisse passer l'eau, ça permet à ce que l'eau passe, ok, mais l'infiltration vient avec un élément très essentiel qui est le temps, ok, à combien de volume, genre quand tu as volume par le temps, tu as ce qu'on appelle un débit, ok, tu as une évacuation, un volume par le temps qui est en train de passer, et c'est ça l'infiltration. L'infiltration, quand on faisait en géotechnique, on faisait infiltration test avec différents types de sols, genre tu prends
les sols les moins cohésifs comme le sol, le sable de mer et le sable de plage et tout, jusqu'à ce que tu passes à l'argile qui est le moins infiltrant possible. En bas, il y a le recueillement de ton eau dans ton cylindre vitré. Donc le sol est là, le sol est là, le sol est là, les différents types de sols sont là. Et en bas, c'est perforé. Même perforation et tous. Tu mets 1 litre d'eau, ou bien tu mets 1 gallon, 2 gallons, et puis vous les regardez en bas. L'autre recueille combien de gallons par minute. L'autre recueille vraiment slow. Et après 10 minutes, on coupe tout, on regarde celui-là combien, celui-là combien, celui-là combien. Et c'est là qu'on a le infiltration rate. Ok? Et quand ton infiltration rate est très low, c'est pas dire que l'eau n'a pas s'infiltrer parce qu'il a plu là. 2 jours, 3 jours après, vous n'allez plus voir l'eau. Bien 4 jours après, vous n'allez plus voir l'eau parce que ça s'est infiltré. Mais ça s'infiltre très lentement. Le fait de s'infiltrer très lentement, l'eau a le temps de faire des dégâts. Et l'infiltration est très lente quand le sol commence à être saturé. Si le sol est saturé, il y a un travail à faire avant de venir déposer grandement le pervious concrete sur le sol. Sinon, ça va dépasser le pervious concrete, mais ça ne peut pas dépasser le sol. Ça va remonter dans les mêmes pores là, pour vous faire du mal encore. So, donnez vos projets à des professionnels, ils vont étudier, ils vont analyser le sol, ils vont dire s'il faut enlever une partie de ce sol là, envoyer un autre sol, ils vont vous dire ce qu'il faut faire, ok? Ne pas transformer tout Abidjan en piscine. Ok. Les dégâts dans le béton, ok? Voilà. Et en génie civil ici, normalement aux États-Unis, en tout cas dans l'université où j'ai été, quand on vous apprend quelque chose, on ne vous apprend pas ça comme ça. On vous apprend et puis on vous montre, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui arrive. Voilà les problèmes que vous avez quand vous ne faites pas ça. Voilà les problèmes que vous avez quand vous ne faites pas ça. Voilà. Ça, c'est du tic-tac ici. OK? Donc, ça, il y a une spécialité dans le génie civil, même dans presque toutes les sortes d'ingénierie, mais surtout dans le génie civil qu'on appelle forensic. Donc, le forensic engineer, lui, il vient après les dégâts. Et puis, il détermine la cause. Ok? Il analyse les choses, il voit les connexions, il voit comment les choses se sont cassées, ceci. Et il va te faire sortir la théorie. Par exemple, il va venir ici, par exemple, et il va voir que ce poteau qui est là, ce pilier qui est là, ok, on appelle ça colonne. Ok, cette colonne qui est là est toujours normale à la base. Ok, sa base est intacte. Donc, il sait que ce n'est pas un problème de sol. Ok, il sait que ce n'est pas un problème dû au sol. Il sait que ce n'est pas donc, il sait que c'est un problème structural. C'est quelque chose qui s'est cassé peut-être vers le haut ici. Ok, il va analyser, il va prendre ça, il va voir que, ok, ça c'est cassé à combien de mètres, ça c'est cassé à combien de mètres. Il va analyser le pourcentage de distance auquel ça s'est cassé pour voir quelle était la ligne de rupture. Ok, et il va analyser ces choses, il va vous donner une conclusion. Ok, voilà un autre problème qu'on a. Ok, ça c'est en Bangladesh, pardon. C'est un immeuble, ça c'était un immeuble qui était déjà fini. Là-bas, c'était en construction, c'était là. Ils essayaient d'augmenter encore. Ok, ça c'était déjà fini, ça c'est cassé et voilà. Ça c'est un problème purement structural ici. Ok, ça se casse du haut et pas du bas, c'est purement structural, c'est pas géotechnique. Là, c'est un problème de fondation. Toute la structure est intacte, mais en bas est cassé. Problème de fondation grave. Maintenant, le problème de fondation peut être dû à la fondation structurale, à la base structurale dans la fondation. Quand tu finis la fondation et que tu mets maintenant, tu élèves maintenant, tu érectes le building, ou bien c'est dû au mouvement de sol, parce que le sol est en mouvement comme pas possible, comme vous ne pouvez même pas savoir. C'est ce qu'on appelle seepage, S-E-E, et puis page comme page, P-A-G-E. C'est de l'eau dans le sol, et cette eau la bouge, ok? Cette eau la bouge.
le sol, l'eau en faisant bouger le sol, fait aussi, l'eau en se déplaçant dans le sol, fait aussi bouger ce sol-là un peu. Et quand tu enlèves un peu en bas, tu enlèves un peu en bas, c'est comme l'érosion, mais interne. Et ça se passe dans le sol. Voilà pourquoi avant de faire quelque chose, il faut que le sol soit stable, il faut qu'il soit stabilisé, il faut que tu compactes. Et compacter, il faut mesurer ton compactage pour ne pas venir déposer des choses là-dessus comme ça. Ok? Sinon, vous avez ça. Et ça va même pas vous pardonner. Ça vient. Ça ne vous dit pas quand ça vient, mais ça vient. Il ne faut jamais vivre. Et c'est ça le problème avec les gens du génie civil. On sait des choses, ok? Et ceux qui utilisent nos choses ne le savent pas. Le génie civil, c'est la branche d'ingénierie qui est la plus vue. Okay? L'electrical engineering, c'est assez répandu, c'est partout, mais c'est caché. Chemical, génie thermique, génie, comment on appelle, chimique, c'est assez répandu, mais c'est caché. Mais génie civil, vous allez voir route. Vous allez voir des routes, vous allez voir des buildings, vous allez tout autour de vous, c'est du génie civil. Et les gens utilisent ça sans savoir l'ingénieur qui a fait les plans. Ils ne vont pas savoir ça. C'est aux ingénieurs de pouvoir les mettre à l'aise. C'est aux ingénieurs de pouvoir les mettre confortables, les mettre safe. Et ça, c'est quelque chose. Et les ingénieurs même ont peur d'utiliser les choses qu'ils ont faites par rapport au public. Hein. On a fait je ne peux pas dire le nom des projets, mais on a fait des projets où moi-même qui suis dans l'inspection, j'ai vu que des choses étaient mal faites. On ne pouvait pas tout casser pour tout. Donc, ils ont fait une phase façon là pour couvrir. Et c'est là. Mais toi, tu passes en bas là-bas, tu sais que non, ce truc-là a été mal fait. Donc, tu as plus peur. Alors que l'autre, tu vois tout le monde en train de passer, ils sont en train de mettre toi seul, tu sais que ça, c'est pas bien. Voilà, donc, c'est ça. Il faut donner vos choses à des gens qui savent. Ok. Là, je pense qu'une colonne avait failli. Ok. Et puis, ça a été. Donc, les autres colonnes ont été overstress. Parce qu'il y a ce qu'on appelle tributary area. Genre l'aire tributaire. Ça, c'est une traduction linguistique. Je ne sais pas si c'est comme ça. Les francophones appellent ça. Mais ici, on appelle ça tributary area. C'est-à-dire que chaque colonne, chaque poutre, chaque truc a une surface qu'elle gère. C'est-à-dire que c'est la distance. Si je parle de tributary width, d'abord, la largeur tributaire avant de multiplier par la longueur pour avoir le tributary area, c'est la distance entre tributary width, ok, la largeur tributaire. C'est la distance entre, genre de gauche à droite, par exemple pour une poutre, hein, de gauche à droite de la poutre, ok, jusqu'à la prochaine poutre au milieu de ça. Genre entre deux poutres au milieu à droite et entre deux poutres au milieu à gauche. Donc, il s'occupe de la moitié jusqu'à ce que ça arrive à l'autre poutre et il s'occupe de la moitié à gauche jusqu'à ce que ça arrive à l'autre poutre. Et l'air qui surmonte ça, c'est l'air tributaire. Donc, cette poutre est responsable de tous les loads, toutes les charges qu'elle a sur cette surface-là. Ok? Donc, quand une colonne, ça c'était pendant la construction, vous voyez, c'est temporary support. On appelle ça temporary support, c'est les supports temporaires. Ok, quand ça devient mature, on enlève. Donc pendant ça, il y a une poutre, il y a une colonne ici qui n'a pas survécu et les autres colonnes ont été overstress. C'est-à-dire qu'elles ont eu des charges qu'elles ne devaient pas supposer avoir. Elles n'ont pas pu tenir, donc elles se sont inclinées un peu à droite en allant vers la droite et ce qui est au milieu là est tombé. Ok? Et il y a aussi une histoire de maturité. Le béton, il est frais, après il devient mature. Donc, s'il n'a pas atteint la maturité qu'il doit avoir, tu ne dois pas aller au niveau supérieur pour mettre une charge supérieure. Il faut faire les tests au laboratoire pour savoir que oui, il a atteint sa force compressive, il peut supporter le prochain étage. Il a atteint sa force compressive pour supporter encore le prochain étage.
il a atteint encore telle force compressive pour pouvoir supporter le prochain étage, et ainsi de suite. Mais s'il n'a pas encore atteint cette force compressive-là, et que tu fais ce qu'on appelle un overstress. You overstress your column. And once you do that, ça ne peut pas supporter, tu as ce que tu as. Ça, c'est pas de la magie. Tu vas avoir ça. Donc, cette même photo qui est là, vous voyez ce qui est là, le truc noir là, l'immeuble noir qui est là, ou bien cette construction en noir qui est là. Ok, c'est sur le toit. Hein. Donc, ça doit être un machine room pour l'élévateur, pour le shaft. Donc, tu viens ici. Voici ça ici. Voilà le même truc noir ici. Donc, c'est de l'autre côté, je pense. Et vous voyez ces colonnes-là. Si cette colonne qui est ici, au milieu ici, vous voyez les écartements, le spacing, tu as d'ici à là, c'est la même chose que d'ici à là, c'est la même chose que d'ici à là, mais d'ici à là, c'est 2 fois. Donc, il y a une colonne qui est par terre ici, là. Ok? Cette colonne qui est par terre là, n'a pas pu subir overstress, ok? Tomber, et vous voyez que tout cela se penchait vers la gauche. Donc, lui aussi il tombe. Ok? On fait attention. Vraiment attention. Il faut suivre les conseils. Et ça tue. Il y a des gens qui sont en train de travailler pendant que ça se fait. Ils ne sont pas au courant. Ils sont pas. Ce sont des builders, ce sont des constructeurs, ce ne sont pas des ingénieurs, ce ne sont pas des gens qui savent que le stress doit avoir, le béton doit avoir sa maturité avant de mettre l'autre, avant de mettre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de construire, partir voir leur famille. Donc, donner les bonnes décisions, et les gouvernements, les trucs doivent instaurer aussi des lois. Si vous n'avez pas de code, prenez des codes des pays qui sont déjà là et mettez des lois. Il faut que ce soit suivi. Il faut que les 3 parties de la construction soient suivies. Il faut que le design soit fait, soit signé par un ingénieur certifié. Il faut que la construction soit faite. La construction doit être faite par des professionnels et que l'inspection doit aller et documenter ça. Les 3 choses doivent être faites. Si un manque, c'est pas du travail. Ok? Ok. Donc, j'expliquais un peu comment. Là, j'explique un peu comment. Bon, c'est un bonus, hein, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais pourquoi est-ce qu'il y a les barres de fer dans le béton et ceci, cela? Où mettre ces barres de fer là? Il faut choisir, les mettre en bas, les mettre en haut. Il y a des zones. Ok? Ce qui est au milieu ici, ok, on appelle ça neutral axis. Ok, sur le neutral axis, ok, est ce qui départage ta zone de tension et ta zone de compression. Ok, donc quand il y a ça, on appelle ça un bending. Quand tu as un load, tu as une charge, ok, sur une poutre, et cette poutre là, il y aura plusieurs poutres parallèles comme ça, et puis par exemple un floor, comme on appelle ça en français, le slab là, c'est une dalle, ok. Donc il y a plusieurs poutres ici comme ça, et puis il y a une dalle. Donc 2 poutres se chargent d'une surface de dalle, et entre chaque 2 poutres il y a une surface de dalle. Donc d'ici, cette poutre là prend la moitié entre elle et l'autre poutre, et la moitié entre elle et l'autre poutre, ok. Donc elle va subir ce qu'on appelle un bending. Donc vous n'allez pas pouvoir voir ça avec vos yeux, mais nous on a fait plusieurs tests. On voit, c'est 0, combien de inches, 2, combien de inches. Ça se passe au milieu ici, il y a la déflexion. Ok, avec la déflexion, tu sais que tu as un bending. Donc, ton bending, quand tu as un bending, ok, vous voyez, si je faisais des traits verticaux comme ça, ok, avant qu'il y ait le bending. Et quand le bending vient, le haut les traits verticaux que je vais faire ici, ok, en haut du neutral axis, chaque trait va se rapprocher de chacun. Mais en bas, chaque trait va se séparer de chacun. Donc, pour comprendre ça, regardons les traits de la fin. Vous voyez, le bout d'ici et le bout de là, du dernier trait de la fin, ils sont plus séparés. Mais le haut, ils sont plus rapprochés. Donc, si vous faites des trucs parallèles comme ça, vous allez voir que le haut se rapproche, le bas se sépare. Donc, avec séparation, c'est la tension qui crée ça. Avec rapprochement, c'est la compression qui crée ça. Donc, tu as compression en haut et tension en bas. Mais le béton est très fort en compression. Il n'a pas besoin de barres de fer là-bas pour l'aider. Mais l'acier est très fort en tension. Ok?
est très fort en tension et le béton, lui, il est très fort en compression. Mais le béton a un problème. Le béton est très faible en tension. OK? Donc, on met des barres de fer pour que quand il y a ces forces de tension là, c'est les barres de fer là qui prennent cette tension. OK? Voilà pourquoi on les met ici. OK? Et donc, ça, c'est une explication. Pourquoi est-ce qu'on met des barres de fer dans le béton? C'est pas pour le rendre plus dur, c'est pour le rendre plus ductile. Ductile, c'est plus souple, en fait. OK? Pour qu'il puisse avoir une certaine souplesse, une certaine élasticité qu'il n'a pas. C'est un brittle material. Brittle, c'est qu'il se casse sans prévenir, il est brittle. Alors que ductile, il est plus souple. Le fer est ductile. Avant qu'il ne se trouve, il va se courber, se tordre avant que tu puisses le break. OK? Et là, c'est une explication. On ne va pas rentrer dans le design. OK? Où il y a les diagrammes. Ça, c'est tu as ton stress diagram, ton strain diagram et puis ton cross-section. So, le cross-section area, c'est la partie là, de la fin. C'est un cross-section. Et tu peux couper à n'importe quel moment pour voir cette facette-là. C'est le cross-section. Et c'est sur le cross-section area qu'on fait le design. OK? Donc, le neutral axis va être un peu ici. Peut-être que vous incluez le H là. En tout cas, au milieu. Ça, c'est une forme géométrique qui peut être symétrique. OK? Horizontalement comme verticalement. Donc, ce genre de shape. Et c'est pour ça qu'on construit carré. Les poutres sont carrées, ont des formes qui sont faciles à pouvoir calculer parce qu'on a besoin de cette symétrie. Donc, quand le neutral axis est là, tout ce qui est en haut, c'est la zone potentielle de compression et tout ce qui est en bas, c'est la zone potentielle de tension. Si c'est courbé de cette manière, parce que si c'est cantilever, tension va être en haut et compression va être en bas, genre les balcons par exemple. Cantilever, c'est-à-dire un côté est un support, mais l'autre côté est dans le vide. Donc, quand ça se courbe comme ça, c'est le contraire. C'est tension qui est en haut et compression qui est en bas. Parce que ce qui est la partie du haut du neutral axis va plus se séparer. Ce qui est en bas va essayer de se rapprocher. Donc, la partie rayée ici, assurée. OK? Ils ont mis A'S. A'S, au fait, c'est pour les deux points qui sont en haut ici. Mais je vais expliquer. Donc, cette partie assurée là, on l'appelle compression face. Bon, ils ont mis compression face, ok? Sinon, on l'appelle compression area, ok? Compression area, la surface area de compression, ok? Et voilà le calcul. Si vous regardez à la partie C ici, ça c'est le calcul. La tension doit être égale à la compression, ou la compression doit être égale à la même chose, compression doit être égale à la tension, pour qu'il y ait équilibre. Et dans tout ce qu'on fait au génie civil, dans tout ce qu'on fait en structure, on veut l'équilibre. S'il y a un mouvement, c'est qu'il y a un problème. On veut que ce soit équilibré. Donc, les forces, quand ça se plie, comme j'avais montré ici, ok? Donc, si vous regardez cette surface qui est là, lui, il va à gauche comme ça, lui, il va à droite en bas va à droite, en haut va à gauche, ok? Cette surface de la fin. Donc, lui, en allant à gauche, l'autre va à droite. Lui, il fait la compression en haut, l'autre fait la tension en bas. OK? Mais si cette distance qui est là s'appelle A, OK? Si cette distance s'appelle A, alright, et que cette distance qui est là ici, quand on va complètement à gauche, le dessin de gauche, la largeur qui est là s'appelle B, OK? Et maintenant, tu auras A, B. Maintenant, la force compressive qui est là qu'on appelle F'C, OK? F'C, OK? C'est cette distance qui est là. Mais on ne va pas prendre tout le F'C, on va prendre 85% de ça. C'est une manière de pouvoir avoir 15% de rétention. C'est important. On diminue la résistance pour augmenter le dommage. C'est une manière de factor safety aussi. Donc, 85%. On prend 85% de F'C. OK? Donc, tu auras, le volume va faire 0,5 F'C fois A fois B. Donc, tu as la force là, qu'on appelle la force donc compression of concrete, ok, CC. Maintenant, CS c'est compression of steel, mais on n'a pas besoin. Normalement, la force de compression ici, les deux styles qu'on met ici, souvent tu calcules pas ça parce que c'est pour pouvoir mettre les barres d'effet, unless c'est ce qu'on appelle double reinforcing, ok, un double renforcement. Mais on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où tu as CC ici, ok,
Et à la distance A sur 2, il y a une force qui est là. Et puis à l'autre distance là-bas, D', il y a CS. Mais bon, c'est pas de ça qu'on veut parler. Et là, tu as ta force de tension ici qui est ASF prime. Donc, CC là doit être égal à ton T. Donc, tu as fait une équation qui est égale, qui dit 0,85 F prime C AB equal AS time Fy. And once you get that, you get your AS. AS, ça veut dire Area of Steel. Et c'est comme ça qu'on choisit le numéro de barre de fer. Donc, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Et le Fy qui est là, on l'appelle Yielding Strength. C'est un Yielding Stress, comme ce qui est en haut ici dans CS là, F''S, Yielding Stress of Steel. Mais lui, il est Yielding Strength parce que c'est la limite du stress. Donc, la limite du stress, on l'appelle Strength. C'est comme ça, on l'appelle strength. Et comme on appelle le T égale à ASFY. Et là, tu as 0,85. Donc, quand tu fais l'équation, tu trouves que ton AS là égale à 0,85 F prime C AB over FY. Sur FY, ok? Et tu as ton AS. Et ton AS te donne un nombre. Souvent, c'est 5,85, 5,35, 4, quelque chose. En tout cas, ça te donne le nombre. Ok? Et une fois que tu as ce nombre-là, ok? Une fois que tu as ce nombre-là, tu vas dans un table. Ok? Voilà le table qui est là. Le numéro 3 barre de fer, ok? Son area te fait, comment on appelle, son area te fait 0,11 inch, l'avant-dernière colonne. Ok? J'ai pris ça parce qu'il y a aussi le metric. Donc, quand les Américains disent numéro 3, c'est fer 10, numéro 10 en français. Donc, c'est le plus petit. S'ils disent numéro 4, c'est fer 13. S'ils disent numéro 5, donc les autres font en millimètres, nous on fait en inches. Ok? Donc, les numéros de barre de fer vont avec le huitième du diamètre. Ok? Son diamètre nominal qui est là, 0,375 égale à 3 huitièmes. Donc, on l'appelle numéro 3. Si ça fait 4 huitièmes qui est 1 demi 0,5, on l'appelle numéro 4. Si ça fait 1, on l'appelle numéro 8. Et c'est 8 sur 8. Donc, il va au huitième. Ok? Maintenant, les Français, par exemple, eux, ils vont en millimètres. Donc, si c'est barre 10, c'est-à-dire que le diamètre fait à peu près 10 mm. Si c'est barre 13, le diamètre fait à peu près 13 mm. Pourquoi? Parce qu'on appelle nominal diameter. Parce que c'est le nom. Il ne faut pas te fier au nom. C'est juste le nom. 13. Ça ne veut pas dire que ça fait vraiment 13. Ça fait 12, 7. Donc, il faut avoir ton tableau pour avoir les vrais chiffres. OK? Et donc, si tu as trouvé, par exemple, 5, si tu as trouvé 5,3 par exemple, tu divises ton 5,3 là par 0,11. Ça te donne le nombre de faits numéro 3 que tu dois mettre dedans. Mais si tu as trouvé 5,3, si tu divises par exemple, par 1, ça va te donner, comment on appelle, 5 barres de fer 9. Et puis il va rester un peu. Mais tu ne veux pas qu'il reste un peu, sinon tu vas faire ce qu'on appelle under reinforce. Donc, tu vas savoir combien de barres de fer 10 par exemple il faut mettre dedans. Ça, c'est un exemple. Ok? Et puis ça te donne un numéro qui est petit. Tu sais que c'est barre de fer 3. Mais barre de fer 3, normalement, on le met pour ce qu'on appelle temperature and shrinkage pour les slabs. Ok? Juste pour la température et le shrinkage, le rétrécissement. Parce que avec la température, changement de température, ça se dilate, ça se contracte, ça se dilate, ça se contracte. Donc, le bas de fer, numéro 3 prend ça. Donc, c'est le plus petit, normalement. Mais, très souvent, ça commence avec 4, 5 et tout et tout. OK? Donc, là, c'était ça. Quand tu as ton ES, tu sais à combien de fois tu vas diviser, tu fais ton partage. 3 barres numéro 4 ou bien 5 barres numéro 3 ou bien... Et ça doit être au moins égal à ton ES. Ton ES doit être des choses vérifiées. Maintenant, ici, si tu mets des barres de fer dans ton concrete, on l'appelle ES aussi, mais ES prime, pour dire que lui, il est dans la zone de compression. Ce n'est pas lui qui fait le travail, vous faites là-bas. Okay? Donc, voilà, ça c'est un design, par exemple. Et puis, ils vont te dire, voilà, tu as un design comme ça. Mais, ce qui est là, ce qui est cool. Et ici, ok, on appelle ça tie. C'est pour shear resistant. Ok? Donc, shear, c'est une force qui est parallèle au blanc. Ok? Donc,
pour résister aux shear, tu dois mettre des barres de fer qu'on appelle des tailles. Mais ces tailles-là, dans la vie réelle, il faut que ce soit accroché à des barres. Donc, voilà pourquoi on met souvent des barres pour accrocher. Mais si vous voyez qu'ils ont mis deux numéro 7, numéro 7, c'est une barre de fer qui a un high area, qui a un area qui est grand. Donc, c'est-à-dire que c'est un double reinforced beam qui est là. Voilà un problème de design, par exemple. On te dit que two beams are shown below, sorry. The first is singly reinforced. Singly reinforced, c'est que c'est reinforcé seulement dans la zone de tension. And the second is double reinforced. Double reinforced, c'est que c'est et dans la zone de tension et dans la zone de compression. Donc, ils ont double reinforced by adding two bar numéro 7. OK, both top and bottom. OK. The concrete compressive strength, c'est FRMC égale à 3000 PSI and the steel is grade 60. Grade 60, c'est-à-dire que ça fait 60 KSI, kilopound per square inch. Donc, c'est-à-dire que ça te fait 6000 PSI. OK? Compare the design moment. OK, phi MN. Phi ou phi, OK? En français, phi, c'est ce qu'on appelle reduction factor. OK? On appelle ça reduction factor. Et MN, c'est ce qu'on appelle le nominal moment. Parce que tu dois faire le nominal moment et maintenant tu dois faire ton ultimate moment. OK? So, quand tu multiplies ton nominal moment par le phi qui est là, qui est un nombre qui est 0,9, ça te donne ton ultimate moment. C'est pas parce qu'on dit ultimate que ultimate est plus grand que nominal. Non, nominal est plus grand que ultimate. Parce que n'oublie pas, il y a ton dommage et il y a ta résistance. Donc, ton MN, c'est ta résistance. Il faut diminuer ta résistance pour être égal au dommage. Ou bien, il faut augmenter ton dommage pour que tu comprends, non? Le dommage doit être toujours augmenté. Ou bien, la résistance doit être toujours diminuée. Parce que c'est de cette manière qu'on est conservatif. Ok, je ne vais pas résoudre ça parce qu'on n'est pas dans le design. Je ne vais pas vous montrer comment designer les choses ici. Donc, voilà ça. C'est exactement ce qui était là, par exemple. 3, et puis ça doit être accroché, non? Donc, on met 2 là-bas. C'est un exemple. Donc, 3 barres de fer, mais il faut accrocher ce taille. Ok, c'est ça qu'on appelle les tailles. Ok, ce qui est là, ce sont des tailles. Donc, pour pouvoir les accrocher, ok, il faut qu'ils soient en haut dans la zone de tension et de compression. Et là, c'est un beam. Un beam, c'est une poutre. Ok, et donc, tous les bendings, quand ça va faire les bendings, il y aura des forces de tension ici. Le bas de fer, les barres de fer là vont prendre ça. Ok, donc vous voyez les sections qu'ils ont mis ici, A, B, C, c'est ça qui sont les cross-sections. Ok, voilà cross-section A par exemple, voilà comment c'était design, voilà cross-section B, comment c'était design, voilà cross-section. Et par rapport au load qu'ils ont là-bas, ils savent comment ça se forme. Donc, quand un beam, je sais pas, une poutre supporte une charge et que ça se courbe, ok, comme une banane, comme un sag, parce qu'il y a deux supports seulement, ok. Tension est en bas, compression en haut, ok. Mais quand vous avez trois supports, ok, au troisième support, la zone, voilà, tributary area de ça vient d'ici jusqu'à la moitié de l'autre, d'ici jusqu'à la moitié de l'autre. Et le top, celui qui est là, ok, celui qui est là, il fait le contraire. Tension va être en haut, compression va être en bas. Parce que lui, celui-là va se courber ici, celui-là va se courber ici. Donc, c'est comme si ça fait deux cantilevers. Ok? Ça fait comme si ça fait deux cantilevers. Mais lui, ici, il va faire le normal. Donc, voilà pourquoi il y a sa barre de fer en haut ici. Et puis, juste un peu en bas. Parce qu'il y a sa tension en haut. Ok? Et voilà un exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle grade beam. C'est un beam, mais ce qui touche directement le sol. C'est un grade beam. Et ça, ce sont des cartons. Hein. Après, ils vont enlever. C'est pour juste que le béton soit vraiment contenu. Ok. Mais après, on enlève. Et vous allez voir que quand ils vont couler le béton ici, ils vont mettre une autre forme. Ça, c'est ce qu'on appelle les formes. Ok. C'est les, comment on appelle ça? Les limites là. Ok. Pour que le béton puisse couler là-dedans. Ils vont mettre une autre planche ici pour fermer, pour compléter la forme. Et quand ils vont couler le béton ici, vous allez voir que le grade beam qui est là et la colonne qui est là vont avoir une partie intégrale. Et ça, c'est très important, c'est les contours d'une fondation, ok? Parce que ça va s'élever, ça va faire soit une maison de combien d'étages, quoi. Mais c'est le grade beam qui va supporter, qui va tenir de fondation, ok? Donc voilà, la partie géotechnique a été faite, la partie structurelle de la fondation, c'est doit être faite, ok?
Donc voilà les tests qu'on faisait à l'école. Ça, quand il faisait le concrete design, on partait dans le lab et avant ça, en troisième année, vous faites aussi ce qu'on appelle structural lab. Vous partez dans le lab, les métaux, toutes sortes de matériaux. Donc le matériau, euh, genre le beam. Quand on dit le matériau, d'autres pensent que c'est genre un pluriel que tu as. Non, un matériau, ok. Donc le matériau, ok, ça, je suis confiant, c'est pas une faute. Genre que ce soit en béton, en acier ou en bois, on faisait des tests, ok. Et là, vous voyez, normalement, quand c'est bien fait, quand c'est perfect, les cracks vont à 45 degrés au fait. Ça s'élève un peu et puis ça essaie de prendre 45 degrés. Ça s'élève un peu et ça essaie de prendre 45 degrés. Comme ici, par exemple, ça s'élève un peu, ça essaie de prendre 45 degrés. Et l'autre côté, ça fait le miroir de ça, ça fait le reflet. Après qu'on soit au milieu ici, qu'on dépasse le milieu du beam, ça fait de l'autre côté. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un two-point test. OK? Pour un beam, un gros beam. Et on appuie, et on voit les déflexions, on voit les cracks, on voit et on voit jusqu'à quel point le beam se break. OK? OK. Donc, là, c'était fini. C'est fini. Alright. À bientôt. Prochaine vidéo, ça sera le 16, le lundi prochain. Ça sera sur les landfills. Ok. Je pense qu'on dit landfill, c'est terrain d'ensevelissement. Ok. Et je pense qu'il y a S à ensevelissement. Je sais pas. Je sais plus parler français. Je sais plus écrire en français en tout cas. Et bon, ici en Amérique, c'est pas un problème. Hein. En Afrique ou dans les pays francophones, on a dit, ah, tu sais pas écrire ça. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est le travail que tu fais, la connaissance que tu as, c'est ce qui est important. Et comment tu t'habilles, c'est pas un problème, ça. C'est pas le problème des Américains. Ok, donc la prochaine vidéo sera sur le landfill. Ok, et le landfill, j'ai une expérience là-dedans. C'était mon premier boulot. Ok, quand j'ai graduate, j'étais à Baltimore. Donc, on m'avait confié quand même un truc assez important parce que le landfill de Baltimore, tout ce qui était Daily Convenience System Check, c'est moi qui devais le faire. C'est des terrains où on enterre des ordures. Ok, tu enterres des ordures là et il y a ce qu'on appelle le daily carver. Donc, tous les jours, quand ils ont envoyé les ordures, là, combien de tonnes d'ordures qu'on pesait, ils vont sur le cell, ok, c'est la cellule, sur le active cell, la cellule active, parce qu'il y a plusieurs cellules qui ont été fermées, et on les enterre et on fait une couverture avec du sable, ok, une terre okay, du sol. Et après, ça monte comme une montagne, ok? Mais ce qui est important, c'est le dispositif qui est en bas. Parce qu'en bas, il y a un dispositif en béton, ok? Qui est couvert. Et quand il pleut et que l'eau touche cette saleté-là, pour ne pas que ça aille tomber dans le groundwater, le sump là bloque ça. Et il y a des pompes à l'intérieur. Parce que le sump aussi ne doit pas avoir une certaine hauteur. L'eau pèse. L'eau, c'est 1 kg par chose, ça, par décimètre cube par litre. Donc, ça pèse. Et donc, les pompes sont là. Quand ça arrive si ça arrive à cette hauteur-là, à une hauteur qu'on ne veut pas, il y a un senseur qui signale directement à MD. MD, c'est Maryland Department of Environment. They know already, they come. Et quand ils arrivent, on doit avoir pompé ça directement. Donc, les pompes sont là. Nous, on a notre limite qui est la moitié de la limite qu'il ne faut pas atteindre. Et on fait, ça pompe chaque fois. Ça pompe continuellement, en fait. Et quand ça pompe, il y a des risers, ça envoie ça dans les manholes. Dans les manholes, ça envoie ça au IPS, qui est Intermediate Pump Station. Et de là-bas, ça remonte encore, ça envoie au basin. Donc, on a tout pound. Il y a le East Pound, il y a le West Pound. Et de là, maintenant, il y a des ramifications avec le totalizer que je dois regarder tous les jours, que je devais regarder tous les jours. Et je regardais mon volume qui venait, ok? Et je regardais aussi la vitesse avec laquelle ça venait. Donc, je regardais mon flow. Alright? Et je voyais aussi s'il n'y avait pas dans les manholes, il n'y avait pas ce qu'on appelait les formes. Ce forme-là, c'est FOAM. Ok? C'est comme une mousse.
ok? Parce que le liquide qu'on doit enlever, là, on appelle ça le leachate. L-E-A-T-C-H-A-T-E. Leachate. Et le leachate, peut-être il n'y a pas de T, hein. Le leachate, c'est un liquide très toxique, ok? Parce que toutes les ordures là, mélangées à l'eau, c'est ce liquide là, on ne veut pas que ça salisse le groundwater. Donc, c'est-à-dire qu'à cause de l'eau qui est en bas, l'eau est très sale, très sale. Mais ce qui est très important dans le landfill, c'est pas ce dispositif, hydraulique là. C'est plutôt ce qu'on gagne parce qu'on nourrissait près de 20% de la ville de Baltimore en électricité. Ok, le landfill a ce qu'on appelle un flare station. Dans le flare station produit du gaz, ça produit du méthane. On vendait le méthane là et ça partait, il faisait des ramifications, il transformait ça en butane, il mettait les carbones qu'il devait mettre là-dedans. Et le méthane, c'était CH4. Donc, je voyais mon niveau de méthane, CH4, ça doit faire entre 49%. Le target, l'objectif, c'était 50% minimum. Donc, souvent 48%, 47%, souvent 53%. Donc, ça tournait. Si je vois que c'est 31%, 32%, c'est qu'il y a un problème. OK? Donc, ce gaz-là était récolté et on créait aussi l'électricité parce que il y avait une partie qu'on appelait BRESCO. On peut Google ça. BRESCO, c'est Baltimore Recycle Energy, quelque chose comme ça. Et BRESCO, c'était une partie qui brûlait les ordures. Là. Donc, il y a une partie d'ordures qu'on envoyait là-bas et le reste, on envoie au landfill pour enterrer. Okay? Il y a des trucs aussi toxiques qu'on ne pouvait pas enterrer au landfill. Et quand on envoyait ça à BRESCO, BRESCO faisait le triage, ok, et il brûlait dans l'incinérie. Et cette énergie thermique là se transformait en énergie électrique, ok. Et les landfills, avec les milliards qu'on partage, qu'on fait n'importe quoi avec, un landfill est très nécessaire pour la ville d'Abidjan. C'est très nécessaire pour les villes d'Afrique, pour les villes c'est nécessaire. Parce que tu gagnes de l'argent, ok, en te rendant sain, ok, en te rendant propre, en te rendant, en respirant l'air frais et tout, tu vois, en nettoyant la ville, tu as du profit, ok, ça donne du travail aux gens, ok, alright, donc merci pour tout, ok, désolé encore pour mon français, comme je l'ai dit. Et si vous avez des questions, vous pouvez email la page Google, la page Facebook, YouTube, whatever. Ok? Alright. Je pense que c'est fini. Bye bye.